Bonjour tout le monde, voici notre deuxième vidéo maison de notre projet GGD. Aujourd'hui les chiffres de base, les indicateurs. L'idée de cette vidéo est de faire un état des lieux pour savoir de quoi l'on parle exactement dans le projet GGD, un peu comme on ferait une photo pour préparer le avant-après d'un régime alimentaire. Et je sais de quoi je parle. Avant de commencer, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo de présentation du projet, aujourd'hui je vais prompter la chose pour être concis, car la concision et moi, ça fait deux. La première version de la vidéo faisait 40 minutes, donc beaucoup trop longue, mais elle est disponible sur la chaîne, enfin elle le sera, je finis de la monter et je la poste dans quelques temps. Autre point, désolé pour la lumière, mais je n'arrive pas à retrouver l'éclairage de l'autre jour, et il est 17h15, il ne me reste que donc 45 minutes pour sortir cette vidéo, parce que je veux absolument être à l'heure à 18h. Donc on attaque. Nous sortons du fiasco total nommé COP26 qui va nous mettre dans la panade. Mais il faut tout de même rester positif. Des nouveaux mots sont apparus dans la bouche de gens qui ne voulaient pas les prononcer jusque-là. Notons aussi que nous sommes presque sortis d'une catastrophe écologique récurrente qui a lieu chaque année, le Black Friday. Alors pas vraiment sorti puisque ça se transforme en Black Week, histoire de faire plus de pognon et plus de dégâts à la planète. Revenons sur nos trois piliers. Ça c'est le plus important. Les GES, les gaz à effet de serre et le dérèglement climatique induit, la biodiversité, sa sauvegarde et la lutte contre la sixième extinction de masse, et enfin la réorganisation sociale, l'écart entre les salaires, les pouvoirs d'achat. Nous allons mettre un point de mesure, un indicateur, sur chacun d'eux, même si parfois c'est super compliqué. Commençons par le plus facile, le climat. Facile, c'est 2 degrés. Bon, en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. D'abord, c'est quoi ces 2 degrés? Ils viennent d'où? Ils sont à faire par rapport à quoi? L'origine de la chose est multiple, s'entend par là que l'année de départ n'est pas fixe. Elle peut être prise en 1840 avec l'avènement du train ou en 1880, début pour certains historiens de l'ère industrielle. Il faut simplement retenir que la base de calcul est la moyenne mondiale des températures entre 1850 et 1900. C'est le point le plus précis que j'ai pu trouver dans mes recherches. L'objectif est de tenir une augmentation maximum de 1,5 degré pour 2100. Actuellement, enfin pour 2020, puisqu'il a fallu le temps d'agréger tous les chiffres et on n'a pas de chiffres pour 2021 encore, l'acquis est de 1,2 degré, mais ce n'est pas totalement non réversible. Nous ne parlerons donc que de fluctuations de température pour le pilier climatique. L'impact sur notre planète, sur notre vie. Alors réchauffement climatique, parce que là c'est bien de ça qu'on parle, n'en déplaise à Pascal Pro, va conduire à la fonte des calottes glaciaires et des glaciers avec un effet exponentiel. Nous avons publié récemment une vidéo avec une histoire de cocktail très intéressante, vous trouverez le lien en description. Et grâce à ça, vous allez beaucoup mieux comprendre le principe des fontes de calottes glaciaires. L'augmentation des surfaces désertiques, surtout dans le Sahara par exemple, hein, quand ça va chauffer, bah, ça va chauffer. Les difficultés d'agriculture et des transferts de zones de culture, tels que nous l'avons illustré avec une vidéo du Green Letter Club qui a parlé du vin et de la potentialité d'avoir des cépages, des vignobles en Normandie, en Haute-France, en Bretagne. Toujours dans le pilier du réchauffement, du dérèglement climatique, quels sont les GES? Quels sont les gaz à effet de serre? Le premier, le plus connu, le plus répandu, c'est le CO2 ou dioxyde de carbone pour son petit nom. C'est le point de référence. C'est à partir de lui qu'on calcule tous les coefficients. Il représente 77% des émissions humaines. Sa durée de vie est de 100 ans. Et juste par la combustion des énergies fossiles, par an, on envoie 6,4 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour ceux qui ont du mal, giga c'est milliards, ça veut dire qu'on envoie 6 milliards et demi de tonnes. 6 milliards et demi de tonnes dans l'atmosphère. Le deuxième gaz, c'est le méthane. Il a pour origine essentiellement l'agriculture industrielle, intensive, hein, la pas bonne, les pets de vache pour rigoler, hein, ça vient de là, mais aussi la décomposition des déchets organiques, compostage et autres, ainsi que l'industrie du pétrole, du gaz et du charbon, on produit pas mal de méthane. Sa durée de vie dans l'atmosphère est de 10 ans, son coefficient multiplicateur par rapport au CO2 est de 20 à 25. Pour faire simple,
vous envoyez 1 tonne de méthane, c'est comme si vous aviez envoyé 20 à 25 tonnes de CO2. Le troisième gaz, c'est le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux. Et oui, on parle bien du truc qu'on met dans les voitures de tuning pour booster le moteur, là, le... La principale source de ce gaz vient de l'agriculture industrielle, encore elle, la mauvaise. Son coefficient par rapport au dioxyde de carbone, comme on a vu, est cette fois de 298. Hein, on recommence. 1 tonne de protoxyde d'azote, 298 tonnes de CO2. J'ai pas trouvé sa durée de vie par contre. Et petit détail, n'allumez pas les mecs qui ont des voitures de tuning avec du CO2, avec du protoxyde d'azote, parce qu'ils le brûlent. En fait, le protoxyde d'azote est dangereux quand il part tout seul dans l'atmosphère. S'il est brûlé, il envoie du CO2 et de la vapeur d'eau, parce qu'une combustion, ça ne fait que ça. Et le dernier gaz, en fait, ça va être une famille de gaz qui est tout autant dangereuse que discrète, parce que c'est une famille de gaz qui a de très très petites quantités, avec des coefficients pas possibles, mais très petites quantités quand même. C'est la famille des fameux gaz fluorés, que l'on trouve essentiellement dans les systèmes climatiques, des systèmes de climatiseurs. Hein. Vous voyez, les trucs qu'on utilise pour avoir moins chaud l'été, histoire de pouvoir se plaindre l'hiver qu'il fait froid. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça sert aussi d'isolant électrique en sortie de turbine des centrales nucléaires ou autres. Hein, quand ça commence à envoyer du voltage, il faut mettre un bon isolant. Très gros pouvoir d'effet de serre pour l'un d'entre eux qui s'appelle le SF6 par exemple, qui a un coefficient multiplicateur de 23 000. Donc là je vais descendre les unités pour être plus compréhensible. Si j'envoie 1 kg de SF6, c'est comme si j'envoyais 2 tonnes 3 de carbone. On n'oublie pas que les énergies fossiles, c'est 6,4 milliards de tonnes. Vous avez un lien en description, celui sur la Citepa, qui vous permettra de bien comprendre comment cela fonctionne, n'en déplaise à notre ami Yannick Jadot. Pour conclure et résumer, sur ce pilier, qui est le problème du dérèglement climatique, le point d'origine, c'est la moyenne des températures mondiales prises entre 1850 et 1900. Les 2 degrés, ou 1,5 pour les optimistes, sont le point d'augmentation de la température moyenne mondiale maximale ou à ne pas dépasser, et le point actuel en 2020 est de 1,2 degrés de plus qu'au début de l'ère industrielle, atteint avec un espoir de retour très faible. Passons maintenant au deuxième pilier, la biodiversité. Alors, la matière est super complexe parce que ultra fluctuante et en perpétuelle évolution en fonction de la découverte. C'est compliqué. Mais je vous ai trouvé une vidéo, pareil, toujours dans la description, qui va vous schématiser ça avec une bibliothèque et qui est super limpide. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout compris. Du coup, j'ai mis aussi pas mal de liens en description pour que vous puissiez comprendre les marqueurs de biodiversité. C'est accessible à tout le monde. Même si la formule de base fait un peu peur, ça reste une formule mathématique simple, et puis il ne faut pas se concentrer sur elle. Finalement, on s'en fout de cette formule, sincèrement. L'important à retenir, c'est que la biodiversité se mesure en nombre d'espèces disponibles sur Terre. Et donc, si le nombre plonge de manière fulgurante, on est dans la mouise. S'il est stable, ça va. Et s'il augmente, c'est qu'on découvre de nouvelles espèces plus vite que les autres ne disparaissent. Et ce coup-là, c'est ni bon ni mauvais. Tout ceci est basé, la biodiversité est basée sur des écosystèmes en action. J'insiste, des écosystèmes. Et comme tout ceci est très vivant et très variable et très imbriqué, la Terre est un écosystème qui contient des écosystèmes qui contiennent aussi des écosystèmes. La mesure est d'autant plus complexe. Vous l'aurez compris. Notons pour l'exemple que le remembrement de nos campagnes, le fait d'avoir rassemblé les champs, en France, mais dans pas mal de pays d'Europe, ça a été fait, fut une catastrophe cataclysmique pour la biodiversité. Soyons très clairs là-dessus. La monoculture agraire l'est tout autant. Hein. En fait, la monoculture, c'est l'enfer. Et évidemment, le réchauffement climatique est une plaie digne des copines d'Égypte. Cela implique un ordre de priorité sur la gestion du problème. D'abord, on règle le climat, et ensuite la biodiversité, car tant que le climat déconne, la biodiversité est en danger et ne peut pas résoudre le problème du climat, car c'est lié par le principe de la photosynthèse. Hein. C'est un enchaînement sans fin.
Et là, par exemple, on va parler de la déforestation en Amazonie, mais aussi en Indonésie, qui sont des très graves crises, avec à certains endroits des points de non-retour qui ont été franchis. Et alors à vérifier quand même ce point de détail parce que toutes les études ne sont pas d'accord sur le fait du point de non-retour. La seule chose qu'on sait, c'est que Bolsonaro est pas gentil. Président brésilien, pour ceux qui ne savent pas, déforestation massive en Amazonie. Conclusion sur ce point de la biodiversité, la mesure se fait par le nombre d'espèces différentes mixant le règne animal et végétal. Vous avez un lien en description pour avoir une vue plus précise, de façon à avoir quelque chose de plus complet. Et enfin, troisième pilier, la réorganisation sociale. Cela va être compliqué de faire des mesures au niveau mondial sur ce sujet, car les effectifs de GGD sont plutôt autour de 1. Et moi. Du coup, si vous me le permettez, et vu que c'est une vidéo et pas un live, je vais décider tout seul, je vais vous présenter des chiffres que je considère comme clés pour la mesure de la chose en France. Et puis il n'y a pas qu'un problème d'effectif pour le fait que je me concentre sur la France, c'est que rien que le seuil de pauvreté n'est pas le même dans tous les pays, le SMIC n'est pas présent dans tous les pays, enfin bref. Pour la partie réorganisation sociale, on va se concentrer sur la France pour avoir nos points de départ et on verra les évolutions et on verra au fil des ans, au fil des années, au fil des mois, pardon, comment on peut faire des vidéos et puis prendre des points de mesure pour voir si on a évolué, si on a régressé, si ça s'est dégradé. Le SMIC, on va partir sur cette base-là. Le SMIC, c'est un point de référence assez important. Actuellement, il est de 1589,47 € par mois, brut, ce qui nous fait un salaire horaire de 10,48 €. En net, ça donne 1258 € par mois, ce qui nous fait un salaire horaire de 8,29 € de l'heure. Pas énorme. Le nombre réel de chômeurs, c'est compliqué. Le nombre de chômeurs est de 5 871 200 au troisième trimestre 2021, toutes catégories confondues. A, B, C, D, E, parce que j'ai appris qu'il existait cela. Cela représente 8,8% de la population. Le nombre de pauvres en 2018, vous allez comprendre, est de 9,3 millions, soit 14,8% de la population. Correction faite après Covid, qui n'a pas été tendre, 18,46% de la population, soit 12 millions, un peu moins de 3 millions de plus. Rappelons que le seuil de pauvreté en France est de 1041 € par mois. Une honte. Le salaire net le plus haut considéré en France est de 7 800 €. Si on va chercher la comparaison avec le SMIC, qui est de 1258, cela fait 7 442 € de delta, d'écart. Alors pourquoi 8700 ? En fait, il s'agit de 1,1% de gens qui gagnent 8700 € net ou plus. Très compliqué en fait de trouver la chose. Tout simplement parce qu'après on n'est plus vraiment dans des salaires au sens salarié du terme. Donc, on va prendre 29 246 000 salariés en France. On va appliquer 1,1%. Cela fait un peu plus de 320 000 personnes qui gagnent 8 700 € net par mois ou plus. C'est un indicateur. Et je vous dis pas ce qu'on en fera plus tard, mais je vous promets qu'on va en faire un truc. Dans nos vidéos, on va apporter des solutions. Autre indicateur qui existe, donc il faut le prendre en compte. Celui-là aussi, on a quelques idées pour en faire quelque chose. Le patrimoine cumulé des 100 plus grosses fortunes de France dépasse fait un peu plus de 550 milliards d'euros. Que dire de plus ? Je pense que cela pose pas mal d'indicateurs et qu'il y a même pas besoin de commenter en fait. Enfin voilà, tellement certains sont abjects. Sinon la vidéo va encore durer 40 minutes et je vais me faire commander. Par contre, nous pouvons tout de même insister sur un détail. Mais pourquoi on nous parle d'économie, de SMIC et de fortune française alors que GGD est un truc d'environnement et de climat ? Et Kylian, un proche qui fait partie de l'équipe GGD aussi, m'a dit la même chose l'autre jour. Enfin, non. Il m'a dit, mais on s'en fout de l'économie, on parle du climat. Je lui ai répondu, tout simplement parce que Chico Mendes, faire de l'écologie sans lutte des classes, c'est faire du jardinage. Et puis aussi, parce que tant que chaque personne, au moins en France ou en Europe,
ne pourra pas se nourrir correctement, donc acheter des légumes et de la viande de qualité, fabriqués en France, ne pourra pas s'acheter un slip à 45 balles, parce qu'il n'est pas fabriqué en Chine. La planète n'a aucune chance. C'est pour ça que l'économie, le volet économique, sortir du modèle économique dans lequel on est, c'est plus urgent que d'arrêter de rouler en 4x4. Vraiment. On aura plein de vidéos dans les mois à venir pour vous expliquer tout ça. En parlant de vidéos, plus tard, d'ici quelques semaines, nous produirons une vidéo pour vous parler de collectivisme, justement une des théories économiques qui nous permettrait de sortir de là, et autre chose que nous pensons être des solutions, dont je parlais un petit peu tout à l'heure par exemple. Je parlerai aussi des footballeurs, pour lesquels j'ai trouvé une solution contre la pauvreté. La conclusion de cette vidéo, pour reprendre la base, pour avoir les chiffres, pour savoir les choses et pour bien comprendre le fondamental de ce projet, la conclusion se trouve dans une vidéo qui est en description, que j'ai notée comme étant l'interview de Jacques Picard, que je vous invite à aller voir. C'est une interview qui a été faite en 72 à la RTS, la radio-télévision suisse. Alors quand vous l'aurez vue, ou si vous avez pris 2 secondes pour faire pause et aller la voir maintenant, merci d'être venu. J'ai envie de vous dire, et personne n'a, pour l'instant, démonté le raisonnement. Mais surtout, c'est la conclusion qui est importante, sa conclusion à lui, car elle n'a pas changé. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de la Terre, et je vous dis à ciao.